Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. L'Europe aussi est une idée. C'est une fierté d'avoir été investi au nom de la majorité présidentielle et qui ne voudrait pas faire campagne avec le président de la République dont l'engagement européen est connu. Vous et vos alliés avez fait de l'Europe l'arrière-cour de Washington, la proie de Pékin, le paillasson d'Erdogan et l'hôtel de l'Afrique. J'aimerais que le président de la République fasse, ainsi qu'il s'y est d'ailleurs engagé, ce dialogue exigeant sur la question des droits humains. Je vois bien la dynamique des eurosceptiques en France, mais partout en Europe. Et à 3 jours des élections européennes, Emmanuel Macron s'exprimera donc ce jeudi au JT-TF1 de France 2 en direct de Caen, en marge des commémorations du 6 juin. Cette nouvelle intervention présidentielle en pleine campagne fait débat, à tel point que l'opposition réclame que cette interview soit décomptée du temps de parole de la liste Renaissance. Alors parlons vrai, est-ce que cette prise de parole du chef de l'État à l'occasion des 80 ans du débarquement de Normandie vous choque? Est-ce que s'il parle de Roosevelt, Churchill et De Gaulle, très bien, mais s'il parle de Bardella, Hayet et Glucksmann, ça n'ira pas? Est-ce que s'il parlait des élections européennes, il sortirait de son rôle de président de tous les Français pour se comporter en chef de parti? Et à cette question, omniprésence du chef de l'État lors de la campagne des européennes, est-ce de l'abus de pouvoir? Vous dites oui avec un score brejnevien de 97%. Vous voulez réagir? Aude, qui n'est pas brejnevienne, attend vos appels au 0826 300 300. Philippe Bilger, forcément, on se demande si ces incursions effectivement dans la campagne présidentielle ne commencent pas à suffire un petit peu. À tort ou à raison, je considère que toutes les interventions du président pour venir secourir Valérie Hayet ont été depuis le début, et je ne crois pas être démenti par les enquêtes d'opinion, contre-productives. Et je ne veux pas prolonger mon intervention, mais ce qui rend la chose insupportable, c'est que on a déjà connu des présidents qui, sur des sujets fondamentaux, exprimaient leur point de vue contre les points de vue partisans qui étaient développés. Mais là, il est clair qu'on a un pouvoir qui vient systématiquement au secours d'une candidate parce qu'on la sent médiocre et qu'on la sent très faible dans les appréciations sondagières. Donc ça rend la chose encore plus choquante. Jean-Michel Fauvergue. Oui, alors est-ce que le président de la République sort de son rôle quand il va prendre la parole à la suite d'un événement comme l'anniversaire du débarquement où il y avait une vraie volonté européenne de lutter contre le nazisme et contre cette puissance-là? Non, si, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Philippe, il arrive à développer son thème sur l'histoire de l'Europe et sur le futur de l'Europe aussi. Je suis pas persuadé qu'il va parler de telle liste ou telle liste ou telle liste. Donc, je pense qu'il est dans son rôle là-dessus. Maintenant, s'il rentre dans des détails beaucoup plus nets sur la campagne d'aujourd'hui, je pense que l'Arcom, comme elle a déjà fait auparavant, lui déduira son temps de parole. Le temps de parole. Mickaël Sadoun. Alors, premièrement, je pense comme Philippe Bilger que les prises de parole du président de la République n'ont pas été efficaces, on le voit dans les sondages. Je pense surtout qu'il a été peu écouté en réalité par les Français. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a évidemment une confusion entre son rôle de président de la République, qui doit rester en surplomb de la vie politique, et son rôle, je dirais, partisan dans la campagne. Surtout que tout ça se fait de manière un peu vicieuse, et je trouve que ça ne le glorifie pas tellement, et ça fait sortir une dimension assez petite en fait du personnage. Et la troisième chose, c'est qu'il y a une utilisation, une réquisition des médias nationaux qui n'étaient pas nécessaires et qui franchement flirtent avec la République bananière. Je veux dire, il n'est pas normal que le président de la République réquisitionne 2 grands médias nationaux pour faire son interview et sa campagne à 3 jours d'élections très importantes, et il n'est pas normal non plus que le Premier ministre s'invite dans les locaux d'une grande radio, mais je crois que vous allez nous en parler plus tard. Ouais. Mais la question que l'on se pose, du fait que Valérie Hayet soit une femme, que ce soit 2 hommes qui viennent systématiquement à son secours, on voit les femmes de la classe politique qui se mettent à hurler en disant finalement vous écrasez une femme. Elles ont raison. Je trouve que moi, vous savez, ma chère Cécile, mon cher Philippe, que je ne suis pas d'un féminisme délirant. Mais tout de même, je comprends la réaction de ces femmes, la manière dont Valérie Hayet est traitée reflète une forme de condescendance virile en disant elle est vraiment trop médiocre, il faut l'aider. Et c'est
mettre l'accent précisément sur ses faiblesses médiatiques et techniques que de la traiter de cette manière. Je trouve que c'est offensant. Mais est-ce que ça a un rapport avec le fait que ce soit une femme? Est-ce que oui, vous trouvez? Non. Le problème, c'est pas que c'est une Michael, femme, le problème, c'est qu'elle est mauvaise. Tu imagines un candidat homme dirigeant la tête de liste macroniste. Mauvais. Tu imagines le Ramadan comme on le fait pour cette femme? Ah oui, je pense. Alors, je vais te dire, j'écoutais hier un débat sur les européennes. Alors, c'était peut-être dans les années 2000 entre Marie-France Garot, Simone Veil, Jean-Pierre Chevènement et Jacques Attali. Je peux te dire que sur le plateau... On se tutoie maintenant, d'accord. Je peux vous dire que sur le plateau, on n'arrivait pas à voir qui étaient les hommes, qui étaient les femmes, parce que le niveau était bon. Homme ou femme. Là, en l'occurrence, le problème de Valérie n'est pas qu'elle est une femme. Je pense qu'un homme de ce niveau-là aurait été remplacé de la même manière. Peut-être avec l'ego en plus. Mais ce serait venu du candidat. Michael, mais en tout cas, les tentatives de rescousse auraient été les mêmes. Je devine dans votre argumentation quelque chose qui est la suite logique d'un propos que j'avais déjà entendu il y a quelques semaines. Quel est-il? Oui, mais bon, et d'ailleurs intéressant. Je crois que là, il me semble que vous faites une erreur. Cécile, dans sa question, le laisse entendre. Je pense que un homme n'aurait pas subi cela. Ça réagit. Allez-y. Je pense qu'il y a quand même un problème de fond derrière ce sujet-là, qui est, après, c'est un autre sujet, qui est la question de la parité, qui a, à mon avis, appauvri le niveau des femmes en politique, puisqu'à partir du moment où il a fallu 50-50 dans un milieu qui spontanément peut-être intéresse plus les hommes, il a fallu parfois réquisitionner des femmes qui du coup n'ont pas fait honneur. D'accord sur ce plan-là. Pas du tout d'accord avec ça. Valérie Ayé était la septième à être proposée. Les phrases sont enfin les verbatims sont durs. Il s'essuie les pieds sur Valérie Ayé. Non, mais je suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit là, c'est-à-dire que de quoi, Philippe Bilger ou Mickaël Sadoun? Non, Mickaël. Très bien. Mickaël. Mais on était d'accord. Donc les deux à la fois. Ah bon, vous étiez Osez vous opposer à Philippe Bilger aussi. Allez, on y va. Les deux. Non. Je pense pas que le niveau des femmes soit moins bon aujourd'hui en politique. Je pense que le niveau est pas bon du tout pour les hommes et pour les femmes. Oui, ça c'est pas faux. Ça réagit au 0826 300 300 direction Montpellier. Bonsoir Thomas. Salut Thomas, bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir les deux Philippe, Jean-Michel et Mickaël. Alors moi je vais commencer tout simplement par une citation du Marquis de Sade qui nous dit « Tout est bon quand il est excessif ». Ouais. Ah, du Marquis de Sade, oui, vous avez une bonne citation. On l'embrasse. Dans le sens où, dès l'instant où ils sont présents, on l'a vu ce matin, Gabriel Attal, il faut le sauver, le soldat allié. Donc oui, c'est insupportable, il sort de son rôle de président de la République, mais pour eux, on est dans la dernière ligne droite, ils sont dans la panique la plus totale. Ils ont vu que ça décolle pas, ils ont vu qu'elle ne maîtrise pas les sujets. On le voit, elle n'est pas super à l'aise dans les meetings, elle n'est pas super à l'aise dans les interviews. Je pense que là, c'est vraiment le président de la République fait un pli au fil de la dernière chance. Restez avec nous, Thomas. On va faire de la politique fiction. On est dans une semaine, enfin moins un jour, après 10 minutes après le résultat du vote. Et par exemple, la liste Glucksmann est devant la liste Ayé. Est-ce que ça implique un remaniement gouvernemental, une démission du Premier ministre? Qu'est-ce que ça pourrait impliquer, Philippe Bilger? D'abord, mon cher Philippe... Parce que je vous coupe, en 84, la défaite grave des socialistes avait coûté sa place à Pierre Mauroy. Oui, je sais que vous avez beaucoup de mémoire. Mon cher Philippe, n'oubliez pas une chose, c'est que le président de la République n'aime absolument pas agir sous la pression des événements. Je vous parie que si il connaît une déconvenue vraiment très claire, on attendra de lui des conséquences et il ne les donnera pas tout de suite. Ça me paraît une évidence. Et évidemment, pas de dissolution, et il n'est pas fou. Et surtout, apparemment, quand j'entends François-Xavier Bellamy, il reste heureusement chez LR dans une position relativement hostile à tout lien avec le macronisme.
Allez-y. Moi, je pense que c'est pas le rôle de la dissolution que de trancher le conflit entre la majorité et l'opposition. Normalement, une dissolution est faite pour résoudre une situation de blocage entre le législatif et l'exécutif, ce qui n'est pas tellement le cas actuellement. La deuxième chose, c'est que je pense que ce serait pas si dommageable à la Macronie que ça, une dissolution finalement, parce que ça permettrait aux gens de se défouler dans un vote, de laisser le Rassemblement national gouverner pendant un moment, et dans la perspective de 2027, ce serait peut-être mieux pour le futur successeur de Macron, je pense. Oui, mais tu te rends compte, Michael, alors la violation de la promesse qu'a toujours faite Emmanuel Macron à la France. Ah oui, non mais ça c'est... Bon. Oui, je ne crois pas tellement aux promesses d'Emmanuel Macron. Et on reviendra au sujet, parce que là vous êtes parti sur une digression. Emmanuel Macron n'ira pas sous la contrainte et ne fera rien sous la contrainte. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, une dissolution, je vois pas l'intérêt dans ce domaine-là. Alors un changement de gouvernement, non plus, je pense que le Premier ministre sera là, mais peut-être une modification de ce gouvernement-là, ça serait peut-être l'occasion aussi de relancer encore une fois, savoir si les LR veulent bien participer à la politique une coalition gouvernementale. Oui. Je reviens sur le sujet parce que là on est un petit peu partout sur Emmanuel Macron, sur Gabriel Attal, sur Valérie Ayé. Est-ce que finalement le comportement du président et du Premier ministre ne va pas finalement permettre aux femmes de se dire on va voter pour Valérie Ayé parce qu'effectivement elle est maltraitée, et est-ce qu'il n'y a pas un sursaut, ça va pas créer un sursaut en disant voilà, on va vous montrer qu'elle est capable, on va vous montrer pour certainement de mauvaises raisons? Là, je ne pense pas, Cécile, parce que certes, on aime bien venir au secours parfois des femmes lorsqu'elles sont dans des situations de détresse politique ou même humaine. C'est très agréable de venir consoler. Mais là, en l'occurrence, je ne crois pas. Elle est tout de même très objectivement moins bonne, malgré son caractère très estimable. Je ne crois pas que le mécanisme que vous évoquez jouerait. Mais je peux parfaitement me tromper. Jean-Michel Fauvergue. On peut imaginer. Moi, d'abord, je veux parce que là, elle a, pardon, je vous coupe, Jean-Michel Fauvergue, mais là, elle a le soutien de Marie Toussaint, elle a le soutien de Manon Aubry. Et c'est rare que, désolé, mais c'est rare que LFI soutienne la majorité. Ah oui, ça c'est sûr. Manon Aubry s'est aussi fait supplanter par une autre femme qui s'appelle Rima Hassan. Donc, qu'elle se mêle aussi de ses oignons. Oui, je voudrais juste dire quand même que Valérie Ayé est quand même une spécialiste. Elle était députée européenne, elle connaît son domaine. La seule problématique qu'elle a, c'est que ça manque de charisme, ça manque d'incarnation, d'emportement, d'incarnation de cette campagne-là. Et voilà pourquoi on a les ténors, j'allais dire du barreau, les ténors du gouvernement qui viennent du gouvernement, le chef d'État. Et pour vous, ça vous semble normal? Non, du tout. Je le soulignais tout à l'heure. Je me suis rendu aux arguments de Philippe Bilger, qui vous êtes donc revenu à la raison. Un des arguments qui disait que effectivement c'est inconcevable de supplanter une femme comme ça et de l'empêcher de parler, quoi, en réalité. Oui, mais moi je suis assez d'accord avec Cécile. Je pense que cette position de victime peut la rendre presque sympathique aux yeux des Français qui sont encore habités d'une certaine forme de charité chrétienne. Et j'ai envie de dire que c'est applicable aux hommes comme aux femmes, parce que Jacques Chirac, je crois en 95, a aussi profité de ça. Elle n'est pas antipathique, mais parfois elle peut se montrer agressive en débat, ce qui est rare pour les candidats politiques. Juste une question, dites-moi, qui se souvient de la tête de liste d'En Marche au dernier? Nathalie Loiseau. Oui. Mais personne ne s'en souvient en fait. Non, mais elle n'avait pas du tout incarné, mais elle s'en était très bien tirée parce que elle avait été soutenue par le président. Macron était très impopulaire et elle avait perdu, je crois, 0,9% de Bardella. Donc c'est une toute petite défaite. Vous pourriez imaginer ça? Non, là, l'écart ne sera évidemment pas de 0,9%, mais pas aussi large qu'il est aujourd'hui. La grosse problématique, c'est que il y a très peu d'hommes ou de femmes politiques charismatiques. Et puis surtout, dans tous les cas en plus. Oui, beaucoup ont refusé à Emmanuel Macron d'y aller, quoi. C'est ça, ça montre qu'il n'a aucune autorité sur son camp, puisque Bruno Le Maire refusant, il aurait pu lui dire, comme ça a été indiqué dans un journal,
vous y allez ou vous dégagez. Sûr, non, mais surtout, Thomas qui est avec nous au 0826 300 300 qui nous appelle de Montpellier. Thomas, vous savez pour qui d'abord? Est-ce que vous savez si vous allez voter ou pas? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Est-ce que vous savez pour qui, sans nous dire qui, bien entendu, vous pourriez voter? Cécile de Bélibus. Bien sûr. Oui, alors évidemment, Cécile au premier tour et même au deuxième. Oui, je vais aller voter. Non, mais il y a qu'un tour européen. Je vais en faire des tours. Allez-y. Je vais aller voter dimanche. Vous dire exactement pour qui je suis, ce qui se passe, et j'ai vu notamment ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Ça peut rebattre certaines cartes. En tout cas, je peux vous dire pour qui je ne voterai pas. D'accord. Comme il y a 38 listes, ça fait beaucoup. Je peux vous dire que je ne voterai ni pour la France insoumise, ni pour Raphaël Glucksmann. D'accord, ok, très bien. Non, mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à quelques jours des européennes, ça veut dire qu'on peut, ce que dit Thomas, on peut encore changer d'avis. Ah mais bien sûr, je crois qu'il y a 35% des gens qui n'ont pas encore fait leur choix. Vous avez fait votre choix, vous Oui. Bon, on sait pas. J'hésite un petit peu. Ah bon, aussi Philippe, vous hésitez? Moi, je l'ai fait, mon choix, et d'ailleurs, c'est très intéressant. On connaît mon choix. La France n'attend que ça. Non, je vais vous dire, en c'est l'info du jour. Je suis plus narcissique que ça, mais en réalité, les gens ne comprennent pas. Je dis, j'ai fait un choix, et quand je dis du bien techniquement d'autres candidats, ils me disent, mais on comprend pas. Je leur dis, mais on a le droit de ne pas haïr d'autres candidats qui sont très bons. Ils ne connaissent pas ton honnêteté légendaire. Est-ce qu'on a le droit de... Est-ce qu'on a le droit de parler? Non, on n'a plus le droit. Si, on a Est-ce qu'on a le droit de parler dans cette élection, élection-là, des 36 ou 37 listes, avec des listes où on voit juste des têtes d'animaux? Est-ce qu'on a le droit de dire que c'est juste ces listes-là sont menées pour avoir ensuite des subventions payées par l'État, que c'est une affaire de fric tout simplement, et qu'à un certain moment il faudrait régler ce problème-là. Oui, mais ça incarne une sensibilité politique aussi. Ça va être notre coup de projecteur des vraies voix aussi. Ah ouais, allez, dites donc, vous êtes fâchés aujourd'hui. On espère que vous serez détendus puisque dans